répondit le comte Ludovico. Le fait qu'il soit public ne nuit pas parce que dans un tel cas, les gens souvent estiment que ces amours ne tendent pas à la fin que tout amant désire, quand ils voient que l'on met peu de soin à les cacher et que l'on n'attache pas d'importance au fait qu'ils soient connus ou non. Et de cette manière, en ne se cachant pas, on gagne une certaine liberté de pouvoir parler publiquement et de demeurer sans faire naître les soupçons avec la personne aimée. C'est ce qui n'advient pas à ceux qui cherchent à être secrets, parce qu'il semble qu'ils aient des espérances et qu'ils soient prêts de recevoir quelque grande récompense, et qu'ils ne voudraient pas que les autres vinssent à le savoir. J'ai vu aussi naître un amour très ardent dans le cœur d'une dame envers quelqu'un pour qui elle n'avait auparavant pas la moindre affection, uniquement parce qu'elle avait entendu dire que l'opinion de nombreuses personnes était qu'ils s'aimaient l'un l'autre. Et je pense que la cause en est qu'un jugement aussi général lui paraissait un témoignage suffisant pour lui faire croire que cet homme était digne de son amour, et qu'il lui semblait presque que la rumeur publique se faisait un ambassadeur de son amant, beaucoup plus véridique et digne d'être cru qu'il n'aurait pu le faire lui-même avec des lettres ou des paroles, ou encore avec une autre personne agissant en son nom. C'est pourquoi la rumeur publique, parfois loin de nuire, est très utile. Les amours, répondit le magnifique, dont la renommée se fait l'instrument, risquent beaucoup de faire que l'on soit montré du doigt. Aussi celui qui veut suivre cette voie avec précaution doit-il faire semblant d'avoir dans le cœur moins de feu qu'il n'en a, se contenter de ce qui lui paraît peu, en dissimulant ses désirs, ses jalousies, ses peines et ses plaisirs, rire souvent avec sa bouche alors que son cœur pleure, et se montrer prodigue de ce dont il est le plus avare. Et ces choses sont si difficiles qu'elles sont presque impossibles. C'est pourquoi si notre courtisan voulait suivre mon conseil, je l'inciterai à tenir secret ses amours. Il faut donc, dit alors messire Bernardo, que vous lui enseigniez cela, et il me semble que la chose est d'importance, car outre les signes que certains parfois font si discrètement que presque sans aucun mouvement, la personne qu'ils désirent lit sur leur visage et dans leurs yeux ce qu'ils ont dans le cœur. J'ai quelquefois entendu entre deux amoureux un long et libre propos d'amour, dont pourtant les assistants ne pouvaient comprendre clairement aucun point particulier, ni se rendre compte qu'on y parlait d'amour, et cela grâce à la discrétion et à la prudence de ceux qui s'exprimaient, car sans montrer aucunement qu'il leur déplaisait d'être écoutés, ils disaient tout bas les seules paroles qui importaient, et à haute voix toutes les autres qui pouvaient s'interpréter de diverses manières. Parler ainsi par le menu de ces règles du secret, dit alors messire Federico, serait une tâche infinie. C'est pourquoi j'aimerais mieux que l'on parlât un peu de la manière dont l'amant doit se maintenir dans les bonnes grâces de sa dame, ce qui me semble bien plus nécessaire. Je pense, répondit le magnifique, que les moyens qui servent à les acquérir servent aussi à s'y conserver, et tout cela consiste à complaire à la dame aimée sans l'offenser jamais. C'est pourquoi il serait difficile d'en donner une règle toujours valide, parce que celui qui manque de discernement commet par des moyens infinis des fautes qui semblent parfois petites, et qui néanmoins offensent gravement le cœur de la dame, et cela arrive à ceux qui sont contraints par la passion plus volontiers qu'aux autres, comme certains qui, chaque fois qu'ils ont l'occasion de parler à la dame qu'ils aiment, se lamentent et se plaignent si aigrement, et demandent sans cesse des choses si impossibles qu'à force d'importunité ils deviennent fâcheux. D'autres, ils sont piqués de quelque jalousie, se laissent aller à de tels transports de douleur que sans précaution ils se laissent aller à dire du mal de celui qu'ils soupçonnent, et quelquefois sans qu'il y ait eu faute de celui-ci et non plus de la dame. Ils ne veulent pas qu'elle lui parle, ou même qu'elle retourne les yeux du côté où il est, et souvent avec ces procédés non seulement ils offensent la dame, mais ils sont cause qu'elle se met à aimer l'autre, car la crainte qu'un amant montre parfois d'être délaissé par sa dame au profit d'un autre démontre qu'il se reconnaît inférieur à lui en mérite et en valeur, et par cette opinion la dame est poussée à aimer l'autre, et quand elle s'aperçoit que pour le mettre en défaveur il en dit du mal, elle ne le croit pas, encore que ce soit vrai, et ne l'en aime que davantage. Je confesse, dit alors messire César, et en riant, que je ne suis pas sage au point que je puisse m'abstenir de dire du mal d'un rival, à moins que vous
ne m'enseignez quelque autre meilleur moyen pour le perdre. On dit en proverbe, répondit le Seigneur magnifique, que quand l'ennemi est dans l'eau jusqu'à la ceinture, on doit lui donner la main pour le tirer de danger. Mais quand il y est jusqu'au menton, on doit mettre le pied sur sa tête et le noyer au plus vite. C'est pourquoi il s'en trouve certains qui font de même avec leurs rivaux, et aussi longtemps qu'ils n'ont pas un moyen bien sûr de les perdre, ils vont dissimulants et se montrent leurs amis plutôt que le contraire. Puis si l'occasion se présente de pouvoir les précipiter dans une perte certaine, en disant d'eux tout le mal possible, que ce soit vrai ou faux, ils le font sans aucun scrupule, en employant des ruses, des tromperies et tous les moyens qu'ils peuvent imaginer. Mais parce qu'il me déplaisait que notre courtisan usât jamais d'aucune tromperie, je voudrais qu'il privât son rival des bonnes grâces de son ami, sans employer d'autres moyens que de l'aimer, de le servir, d'être vertueux, vaillant, discret et modeste. En somme, en méritant davantage que lui, et en étant en toute chose avisé et prudent, tout en se gardant des sottises malséantes, dans lesquelles, par diverses voies, tombent souvent beaucoup d'ignorants. Car j'en ai déjà connu certains qui, quand ils écrivent ou parlent aux femmes, se servent toujours du langage de Polyphile. Allusion à Francesco Colonna, qui écrit dans une langue qui mêle les hellénismes, les latinismes et l'italien vulgaire, et se plaisent tellement aux subtilités de la rhétorique qu'elle se défie d'elle-même et se considère comme très ignorante, si bien qu'une heure leur semble 1000 ans jusqu'à ce que ce discours finisse et qu'elle puisse s'en aller. D'autres se vantent sans mesure, d'autres disent souvent des choses qui tournent à leur blâme et à leur désavantage, comme certains dont j'ai coutume de rire, qui font profession d'être amoureux et disent parfois en présence de dames « Je n'ai jamais trouvé de femme qui m'aimât », sans s'apercevoir que celle qui les écoute juge incontinent que cela ne peut avoir d'autre cause que le fait qu'ils ne méritent pas d'être aimés, et qu'ils ne valent même pas l'eau qu'ils boivent. Elles les tiennent pour des hommes de rien, et ne les aimeraient pas pour tout l'or du monde, car il leur semble que si elles les aimaient, elles vaudraient moins que toutes les autres qui ne les ont pas aimées. D'autres, pour exciter la haine contre quelque rival, sont si sots qu'ils disent de la même façon en présence de femmes « Un tel est le plus heureux du homme du monde, car bien qu'il ne soit ni beau, ni discret, ni vaillant, et qu'il ne sache rien faire ou dire de plus que les autres, néanmoins, toutes les femmes l'aiment et lui courent après. Ils montrent ainsi qu'ils sont jaloux d'un tel bonheur, et bien qu'ils ne paraissent aimables ni dans son aspect ni dans ce qu'il fait, ils font croire qu'il y a en lui quelque chose de caché, par quoi il mérite l'amour de tant de femmes. En conséquence, celles qui entendent parler de lui de cette façon sont, par cette croyance, poussées à l'aimer davantage. À ce moment, le comte Ludovic se mit à rire et dit « Je vous garantis que le courtisan discret n'usera jamais de ces balourdises pour acquérir la faveur des femmes. » Et encore moins de cet autre, répondit messire César et Gonzaga, dont usa en mon temps un gentilhomme très estimé, que je ne veux pas nommer pour l'honneur des hommes. Dites au moins ce qu'il fit, répondit madame la duchesse. Cet homme, continua messire César, qui écrit aimé par une grande dame, qui était aimé par une grande dame, vint secrètement à la requête de celle-ci dans la terre où elle se trouvait. Puis quand il eut vu qu'il fut demeuré avec elle à deviser autant qu'elle et le temps le permirent, en partant avec beaucoup de larmes amères et de soupirs, il la supplia, en témoignage de la douleur extrême qu'il ressentait d'un tel départ, d'avoir toujours souvenance de lui. Et puis il ajouta qu'elle devait payer son auberge, parce qu'étant venue à sa demande, il lui semblait normal de n'avoir à supporter aucune dépense pour son voyage. Alors toutes les dames commencèrent à rire et à dire que cet homme était fort indigne d'être appelé gentilhomme, et beaucoup rougirent de la honte qu'il aurait ressentie, à juste titre, si jamais il avait eu à quelques moments assez d'intelligence pour prendre conscience d'une faute aussi déshonorante. Le seigneur Gasparo se tourna alors vers messire César et dit « Il valait mieux s'abstenir de raconter cette histoire pour l'honneur des femmes que de ne pas nommer ce personnage pour l'honneur des hommes, car vous pouvez imaginer le bon jugement que pouvait avoir cette grande dame qui aimait une créature aussi déraisonnable, et peut-être aussi parmi tous ceux qui la servaient, avait-elle choisi celui-ci comme étant le plus discret, négligeant et tenant en défaveur un autre dont celui-ci n'aurait pas été digne d'être le serviteur.
Le comte Ludovic se mit à rire et dit « Qui sait si cet homme n'était pas discret dans les autres choses et ne péchait pas seulement quand il était question d'auberge, mais souvent par excès d'amour les hommes font de grandes folies, et si vous voulez dire la vérité, peut-être vous est-il arrivé parfois d'en faire plus d'une. » « Je vous en prie, répondit Messire César en riant, ne découvrons point nos fautes. » « Pourtant, il faut les découvrir, répondit le seigneur Gasparot, afin de savoir les corriger. Puis il ajouta, c'est vous, seigneur magnifique, maintenant que le courtisan sait gagner et conserver les faveurs de sa dame, de les faire perdre à son rival, qui devait lui enseigner à garder secret ses amours. Il me semble que j'ai bien assez parlé, répondit le magnifique. Aussi faites en sorte qu'un autre parle maintenant à propos du secret. Alors messire Bernardo et tous les autres commencèrent de nouveau à le presser de continuer. Et le magnifique dit en riant, vous voulez me tenter, vous êtes tous trop savants en amour, si néanmoins vous avez envie d'en savoir davantage, allez et lisez au vide. Et comment, dit messire Bernardo, pourrais-je espérer que ces préceptes soient utiles en amour, puisqu'ils conseillent comme un excellent procédé que l'homme, en présence de la femme aimée, feigne d'être ivre. Voyez la belle manière d'acquérir des faveurs. Et qu'il cite comme une bonne façon de faire comprendre quand on est dans un banquet à une dame que l'on est amoureux d'elle, l'acte de tremper un doigt dans le vin et de l'écrire sur la table. En ce temps-là, ce n'était pas une faute, répondit le magnifique en riant. C'est pourquoi, dit messire Bernardo, vu qu'une chose aussi sordide ne déplaisait pas aux hommes de ce temps-là, il est à croire qu'ils n'avaient pas des manières de servir en amour les dames aussi courtoises que sont les nôtres. Mais n'abandonnons pas notre propos premier, qui est d'enseigner à tenir l'amour secret. Alors le magnifique dit, selon moi, pour garder l'amour secret, il faut fuir les causes qui le rendent public et qui sont en grand nombre, mais il y en a une principale qui est de vouloir être trop secret et de ne pas se fier à personne. Et de ne se fier à personne, parce que tout amant désire faire connaître ses passions à la femme aimée, et quand il est seul, il est contraint de faire des démonstrations beaucoup plus nombreuses et appuyées que s'il était aidé par quelque ami affectueux et fidèle. En effet, les démonstrations que l'amant fait lui-même donnent de beaucoup plus grands soupçons que celles qu'il fait par l'intermédiaire d'un messager, et parce que les esprits humains sont naturellement curieux de savoir, aussitôt qu'une tierce personne commence à avoir des soupçons, elle y met tant de diligence qu'elle connaît la vérité, et quand elle la connaît, elle n'hésite pas à la rendre publique, et même elle y prend parfois plaisir. C'est ce qui n'arrive pas à un ami qui, outre l'aide qu'il donne avec ses faveurs et ses conseils, souvent remédie aux erreurs que commet l'aveugle amoureux, et toujours procure le secret tout en pourvoyant à de nombreuses choses auxquelles lui-même ne peut pourvoir. Qui plus est, on sent un immense réconfort quand on dit ses passions à un ami cordial, ce qui les atténue de la même façon que pouvoir les communiquer augmente beaucoup les plaisirs. Il y a une autre chose, dit alors le seigneur Gasparot, qui dévoile les amours encore plus que celle-là. Et laquelle, répondit le magnifique. La vaine ambition, ajouta le seigneur Gasparot, conjointe avec la folie et la cruauté des femmes, qui, comme vous l'avez dit vous-même, s'efforcent le plus qu'elles peuvent d'avoir un grand nombre d'amoureux, et qui voudraient, si c'était possible, qu'ils brûlassent tous, et une fois réduits en cendres après la mort, revinssent à la vie pour mourir une autre fois. Et bien qu'elles aiment aussi, elles se réjouissent pourtant des tourments de leurs amants, parce qu'elles estiment que la douleur, les afflictions et le fait d'appeler à toute heure la mort sont un véritable témoignage de ce qu'elles sont aimées et de ce qu'elles peuvent, avec leur beauté, rendre les hommes heureux, malheureux et heureux, leur donner la mort et la vie comme il leur plaît. C'est pourquoi elles se repaissent de cette seule nourriture et en sont si avides qu'afin de n'en pas manquer, elles ne contentent ni ne désespèrent jamais totalement leurs amants. Mais pour les maintenir continuellement dans la peine et dans le désir, elles usent avec une certaine sévérité impérieuse de menaces menées à de l'espoir et veulent qu'une parole sortant de leur bouche, un regard, un signe, soit considéré par eux comme de grand bonheur. Et pour se faire estimer pudiques et chastes non seulement par leurs amants, mais aussi par tous les autres, elles font en sorte que leurs manières rudes et peu courtoises soient connues de tous, afin que chacun pense que puisqu'elles maltraitent
Ainsi, ceux qui méritent d'être aimés, elles doivent traiter encore plus mal ceux qui en sont indignes. Et souvent, dans cette croyance, et pensant être grâce à cette habileté à l'abri du déshonneur, elles couchent toutes les nuits avec les hommes les plus méprisables qu'elles connaissent à peine, si bien que pour jouir des malheurs et des plaintes continuelles de quelques nobles chevaliers aimés par elles, elles se refusent à elles-mêmes les plaisirs que peut-être avec quelque excuse elles pourraient se procurer. Et elles sont cause que le pauvre amant, par vrai désespoir, est contraint d'employer des moyens qui font connaître à tous ce que l'on devait mettre tous ses soins à tenir cachés. Il y en a d'autres qui, si par des tromperies elles peuvent amener beaucoup d'hommes à croire qu'ils sont aimés par elles, nourrissent entre eux des jalousies en donnant caresses et faveurs à l'un en présence de l'autre. Et quand elles voient que celui qu'elles aiment le plus est lui aussi assuré d'être aimé à cause des démonstrations qui lui sont faites, elles le tiennent souvent en suspens par des paroles ambiguës et des dédains fins. Elles lui percent ainsi le cœur en faisant mine de ne pas se soucier de lui et de vouloir se donner entièrement à un autre. De là naissent les haines, les inimitiés, les scandales infinis et les catastrophes manifestes, parce qu'il est inévitable qu'un homme montre l'extrême passion qu'il ressent dans un tel cas, encore qu'il en résulte pour la dame le blâme et le déshonneur. D'autres, non contentes du seul tourment de la jalousie, après que l'amant a donné toutes les preuves d'amour et de service fidèle, et qu'elles les ont acceptées avec quelques signes de bienveillance réciproque, commencent sans raison, et quand on s'y attend le moins, à manifester de la hauteur, et font semblant de croire qu'il est devenu tiède. Elles feignent de nouveaux soupçons de n'être pas aimées, et signifient qu'elles veulent à tout prix s'éloigner de lui. En conséquence, le malheureux est obligé de retourner au commencement, et de faire à nouveau les démonstrations de son amour, comme s'il commençait seulement à la servir. Il lui faut tout le jour aller et venir dans la rue, et quand la dame sort de chez elle, l'accompagner à l'église et en tout lieu où elle se rend, et ne jamais tourner les yeux ailleurs. Et il en revient alors aux pleurs, aux soupirs, à la mauvaise humeur, et quand il peut lui parler, aux serments, aux invectives, au désespoir et à toutes les fureurs auxquelles les infortunés amants sont conduits par ces bêtes féroces qui sont plus altérées de sang que les tigres. Ces douloureuses démonstrations ne seront que trop vues et connues, et souvent davantage par les autres que par la personne qui en est la cause, si bien qu'en peu de jours elles deviennent publiques, et l'on ne saurait faire un pas ni le moindre signe sans que cela soit remarqué par un millier d'yeux. Ce qui advient alors, c'est ce que bien avant qu'il n'y ait entre eux des plaisirs amoureux, tout le monde croit et juge qu'ils ont eu lieu, car les femmes, quand elles voient que leur amant déjà proche de la mort, vaincu par la cruauté et les tourments qu'il a subis, décide résolument et pour de bon de renoncer, commencent alors à montrer qu'elles l'aiment de tout leur cœur, à lui faire tous les plaisirs et à se donner à lui, afin que son ardent désir ayant disparu, il trouve le fruit de son amour moins agréable et qu'il ait moins l'obligation envers elle, jusqu'au point où toute chose finit par se tourner en son contraire. Et comme cet amour est déjà connu de tous, tous les effets qui en proviennent sont à ce moment connus également, et ainsi elle reste déshonorée, et leur amant se trouve avoir perdu son temps et sa peine, et avoir abrégé sa vie dans les souffrances sans en tirer aucun fruit ou plaisir. Il a en effet obtenu ce qu'il désirait, non pas à l'instant où cela lui aurait été le plus agréable, et l'aurait rendu le plus heureux des hommes, mais au moment où il n'y attachait plus de prix, parce qu'il avait le cœur déjà si mortifié par cette passion amère qu'il n'était plus capable de goûter le plaisir et le contentement qui lui étaient offerts.